Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour. Nous sommes aujourd'hui donc le 17 novembre, c'est le jour des Élisabeth, le tour de la France par deux enfants, écrit par G. Bruno, une lecture par votre serviteur Grégory Baudouin. Et aujourd'hui un long chapitre, le chapitre 79, le Languedoc vu de la mer, Nîmes, Montpellier, 7, CE2TE, les tristes nouvelles de l'oncle Franz, la résolution d'André. La maxime du jour... Un homme courageux compte sur ce qu'il peut gagner par son travail, non sur ce qu'il peut emprunter aux autres. Un homme courageux compte sur ce qu'il peut gagner au travail, non sur ce qu'il peut emprunter aux autres. Ça tombe sous le sens. Le vent continuait d'être bon, on ne tarda pas à perdre de vue la Provence. On aperçut les côtes basses du Languedoc, toutes bordées d'étangs et de marais salants où l'eau de mer, s'évaporant sous la chaleur du soleil, laisse déposer le sel qu'elle contient. En face de quel département sommes-nous? C'est le Gard, dit le patron. Chef-lieu de Nîmes. Oui, Nîmes est une grande et belle ville, où sont de magnifiques monuments d'autrefois. Il y a un vaste cirque de pierre appelé les arènes, où on donnait dans les anciens temps des jeux et des spectacles. Peu après, on était en vue du département de l'Hérault. Le patron fit observer à Julien qu'avec une longue vue, on pourrait apercevoir les maisons de la ville de Montpellier, ainsi que le beau jardin du Pérou qui la domine. Nous voici près de celle-ci. Nous arriverons de bonne heure. Le soir, en effet, n'était pas encore venu quand on aperçut Sète et la montagne assez haute qui la domine. Lorsqu'on eut replié les voiles et attaché le bateau, le patron s'informa de Franz Zolden auprès d'un marinier qui arrivait de Bordeaux par le canal du Midi. On lui apprit que Franz Zolden était bien malheureux. Il était venu à Bordeaux pour retirer ses économies de chez un armateur à qui il les avait confiées. Mais cet armateur avait fait de mauvaises affaires. Et tout ce que Zolden avait été englouti. Tout. Il en avait conçu un tel chagrin qu'il avait fini par tomber gravement malade. Et à cette heure, il était à l'hôpital de Bordeaux, atteint d'une fièvre typhoïde, dans un état de délire et de faiblesse, tel, qu'il ne fallait pas songer à lui annoncer immédiatement la mort de son frère Michel en Alsace-Lorraine et l'arrivée de ses neveux. C'était inconcevable. Jérôme, en apprenant ces tristes nouvelles, se trouva bien embarrassé pour donner conseil à André et à Julien. Mes enfants, réfléchissez vous-même. Si vous allez à Bordeaux par le canal et qu'André travaille à bord, cela ne vous coûtera rien. C'est vrai. Mais ce sera un voyage d'un mois et très pénible, surtout en hiver. En hiver surtout. Peut-être feriez-vous mieux de prendre le chemin de fer. Je puis vous prêter 30 francs pour compléter ce qu'il vous manque et dès demain, vous serez à Bordeaux sans fatigue. Je vous suis bien reconnaissant, patron. Car il était accablé
Il avait une voix tremblante. Il était accablé par le nouveau malheur qui le frappait. Mais en supposant que nous prenions aujourd'hui le chemin de fer pour arriver à Bordeaux demain, que deviendrons-nous dans cette grande ville si je ne trouvais pas tout de suite de l'ouvrage? Songez-y donc. Julien ne peut pas marcher. Notre oncle est à l'hôpital. Il n'a peut-être pas même d'économie pour sa convalescence. C'est vrai. C'est vrai, dit Jérôme, frappé du bon sens d'André. Quelle situation? Alors, patron Jérôme, quelle situation? Non seulement il nous serait impossible de vous rembourser les 30 francs que vous m'offrez si généreusement, mais il nous faudrait essayer d'emprunter encore à d'autres. Non, cela n'est pas possible. Nous prendrons le bateau, Julien et moi, et nous écrirons dans quelques jours à notre oncle pour lui annoncer notre arrivée. Voyez-vous, mon père me l'a appris de bonne heure. C'est se forger une chaîne de misère et de servitude que d'emprunter quand on peut vivre en travaillant. Je le redis, c'est se forger une chaîne de misère et de servitude que d'emprunter quand on peut vivre en travaillant. C'est si bon de manger le pain qu'on gagne. Quand on est pauvre, il faut savoir être courageux. N'est-ce pas, Julien? Oui, oui. Un mois d'ailleurs est vite passé avec du courage. Dans un mois, Julien aura retrouvé ses jambes. Notre oncle sera sans doute convalescent. Nous arriverons à Bordeaux avec nos économies au complet. Et avec ce que j'aurai gagné en plus pendant le mois, nous pourrons peut-être alors être utiles à mon oncle, au lieu de lui être une charge. Pour cela, nous n'avons besoin que d'un mois de courage. Eh bien, nous l'aurons, ce courage. Nous l'aurons. N'est-ce pas, Julien? André, en parlant ainsi, avait dans la voix quelque chose de doux et d'énergique tout ensemble. La vaillance de son âme se reflétait dans ses paroles. Julien le regarda et il se sentit tout fier de la sagesse et du courage de son aîné. Oui, André, oui, je veux être comme toi, je veux avoir bien du courage, tu verras, au lieu de me désoler, je vais me mettre à m'instruire. Je prendrai mes cahiers et je travaillerai sur le bateau comme si j'étais à l'école. Un bateau sur un canal se doit aller si doucement que je pourrais peut-être écrire comme en classe. Et puis enfin, je prierai le grand architecte de l'univers, bien souvent, pour que notre oncle guérisse. Le Gadelu t'exaucera, mon enfant. Le Gadelu t'exaucera, mon enfant. En même temps, il tendait à André une main affectueuse et dit à mi-voix: « Je vous approuve, André, je vous approuve. C'est bien à la bonne heure, à la bonne heure. J'ai eu du plaisir à vous entendre parler ainsi. Vous me rappelez les beaux arbres de votre pays, ces grands pins de l'Alsace et du Nord dont le cœur est incorruptible et dont nous faisons les plus solides mâts de nos navires, les seuls qui puissent tenir leur tête aux ouragans. Quand la rafale souffle à tout casser, quand tout craque devant elle, elle arrive bien à plier le mât, comme un jonc, mais le rompre, allons donc, il se redresse après chaque rafale, aussi droit, aussi ferme qu'auparavant. Faites toujours de même, faites toujours de même. Enfants, ne vous laissez pas briser par les peines de la vie, et après chacune d'elles, sachez vous redresser toujours, toujours, toujours prête
à la lutte. Je rajouterai une des maximes qui est la mienne. Qui abandonne une fois, abandonne toujours. Qui abandonne une fois, abandonne toujours. Il vaut mieux vivre, il vaut mieux mourir debout que vivre à genoux. Le petit Julien, en écoutant la comparaison du marin Jérôme, avait ouvert de grands yeux. Il ne comprenait pas cela, à tout le moins il ne le comprenait qu'à moitié, car il n'avait nulle idée de la tempête. Néanmoins, cette image lui plaisait. Il aimait à se représenter les beaux arbres de la terre natale, tenant vaillamment tête aux bourrasques de l'océan. Et il se disait « C'est ainsi qu'il faut être, c'est ainsi qu'il faut être, c'est ainsi qu'il faut être. Oui, André est courageux, et je veux être courageux comme lui. Je veux être courageux comme lui. » J'adore ce chapitre. Bien, alors, la première gravure du jour. Il se dit que les arènes de Nîmes, les anciens appelaient arènes un amphithéâtre où ils venaient regarder des spectacles, des combats d'hommes et de bêtes. Les arènes de Nîmes sont un magnifique amphithéâtre où pouvaient s'asseoir 30 000 spectateurs, hein, quand même, 30 000 spectateurs. Souvent, pendant les guerres, les habitants de Nîmes se sont réfugiés dans les arènes et s'en sont servis comme de citadelles. Nîmes a aujourd'hui plus de 60 000 habitants, à l'époque. C'est l'entrepôt des soies du Midi de la France. La deuxième gravure du jour, où il se dit que Montpellier est la promenade du Pérou. Pérou s'écrivant P-E-Y-R-O-U. La place du Pérou à Montpellier est l'une des plus belles promenades qui existent. Du haut de la colline où elle est placée, la vue s'étend sur les montagnes des Cévennes. Les Cévennes, j'adore les Cévennes, j'adore les Cévennes. Et sur la mer qu'on aperçoit dans les lointains comme une ligne bleuâtre. Sur la place se trouve la statue de Louis XIV. J'aime beaucoup moins Louis XIV. Mes excuses à mon copain Frédéric de Natal. Qui a fait construire cette promenade par le célèbre architecte Lenôtre. La ville de Montpellier compte près de 60 000 habitants, elle aussi. Voilà. Elle a une faculté de médecine célèbre. Elle fait un grand commerce des vins et de l'eau de vie. Et la dernière gravure que voici, le Languedoc, Roussillon, le comté de Foix, F-O-I-X. Le Haut-Languedoc est couvert par les monts des Cévennes. J'adore les Cévennes, je vous l'ai déjà dit. Mende, Privas pour certains, Privas pour d'autres comme moi. Et le Puy en sont les villes principales. On y élève les vers à soie, on y fabrique des dentelles. Le Bas-Languedoc est couvert de vignobles dont plusieurs sont célèbres comme Lunel et Frontignan. Les vins liquoreux du Roussillon sont également renommés. Perpignan est une place de guerre de premier ordre. Le comté de Foix est une contrée montagneuse connue pour ses fers et ses forges. Perpignan en pays catalan. D'où ma famille est issue, la Catalogne, avec la Riterada. Mais bon, tout cela est une autre histoire, toujours républicaine. Voilà, donc demain, bien le chapitre 80, je vais y arriver. Les reproches du nouveau patron, le canal du Midi et les ponts tournants, le départ de Sète pour Bordeaux. J'espère que ça sera demain. J'ai une visioconférence encore demain. J'espère que ça sera demain. D'ici là, par le ciel, partout et pour tous, que la force soit avec vous. Salut les fraternités.